C'était un homme très malade qu'ils ont poussé vraiment fort pour qu'il révèle des affaires, puis sa santé s'est détériorée pendant ce mois-là à cause de ça. C'était aussi un interrogatoire qui semblait moins intéressé par la sécurité et le renseignement, mais beaucoup plus intéressé par sa vie personnelle, puis sa vie personnelle en tant qu'homme gay. Rencontrez le journaliste d'investigation Dean Beebe. Sa voix est traduite à l'aide de l'IA. Dean adore les histoires d'espionnage. Sa curiosité pour plus de détails sur une sombre récit de la guerre froide canadienne a amené Dean à découvrir quelque chose de choquant. Un ancien ambassadeur canadien interrogé au point que son cœur s'est arrêté tout simplement pour être homosexuel. Un camouflage gouvernemental et une conspiration pour traquer et faire chanter les fonctionnaires et membres des forces armées canadiennes LGBT. Le tout orchestré par le gouvernement du Canada et la Gendarmerie royale du Canada. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de La Purge LGBT, la honte du Canada. Je suis votre animateur Sean Dern, un journaliste anglophone, comme vous pouvez l'entendre, basé à Montréal. Cette série est soutenue en partie par une subvention communautaire de le Fonds Purge LGBT. La guerre froide fait rage. En 1948, Alfred Kinsey, le pionnier de la recherche sur la sexualité, a publié son livre « Le comportement sexuel chez l'homme ». Cette publication a ébranlé la nation avec ses conclusions surprenantes et a suscité la controverse pendant des décennies. Kinsey a conclu qu'environ 10% de la population était homosexuelle. Mais Kinsey ne s'est pas arrêté là. Et ses concepts sur une gamme de sexualité ont suscité la surprise, la consternation, voire l'indignation à Ottawa officielle. Dans le Canada des années 1950, un nouveau processus de vérification post-guerre utilisait les pouvoirs secrets restants de la loi sur les mesures de guerre, désormais sur un autre nom, pour rassembler ou surveiller les communistes, les personnes impliquées dans le Parti communiste du Canada et les sympathisants communistes. Aux États-Unis, Joseph McCarthy, qui était sénateur au comité des activités anti-américaines de la Chambre, commence une chasse aux sorcières. Il a concentré sa chasse contre les homosexuels du département d'État américain car il y avait une théorie selon laquelle il y avait un lien entre l'homosexualité et les affaires internationales. Si les tactiques de bûcherons sont les seules, tactiques que cette foule comprend, alors croyez-moi, ce sont les tactiques qu'on va utiliser contre eux. Tant qu'il y en aura eu un seul là-bas. Un fonctionnaire du département d'État a témoigné qu'en 1951 et 52, son département avait licencié en moyenne un employé tous les 3 jours pour être un défaut social. Le 16 octobre 1952, le gouvernement libéral du premier ministre Louis Saint-Laurent a officiellement lancé la purge LGBT avec de nouveaux ordres aux directeurs des départements et agences sous la forme de la directive du cabinet numéro 24. Ces nouveaux ordres, déclassifiés grâce au règlement du recours collectif de la purge LGBT, ont retiré toute référence spécifique aux organisations fascistes, reconnaissant que la menace perçue de leur part était diminuée. Mais ils ont stipulé un nouveau principe concernant les personnes considérées comme peu fiables en raison de défauts de caractère. Son objectif principal était d'empêcher les homosexuels d'occuper des postes gouvernementaux qui exigeaient l'accès à des informations sensibles. Le gouvernement libéral a resserré davantage son emprise sur les personnes homosexuelles en 1953 avec des modifications au code criminel qui ont ajouté les femmes à la loi canadienne sur la grossière indécence en supprimant toute référence spécifique aux hommes. Puis à Noël 1955, les fonctionnaires homosexuels ont été ciblés à nouveau par la directive du cabinet numéro 29. Celle-ci visait les soi-disant faiblesses de caractère pour s'assurer que les homosexuels n'avaient pas et ne pourraient pas avoir accès aux informations classifiées. Le pire est qu'elle ajoutait ce langage vague. De tels défauts de caractère peuvent aussi les rendre inaptes à l'emploi pour des raisons autres que la sécurité. Le raisonnement derrière tout cela était que les Canadiens homosexuels seraient à risque de chantage par les espions soviétiques. En 1956, le service de renseignement de la GRC a réagi à la soi-disant menace homosexuelle en formant une escouade spéciale d'enquêteurs dans la division A et un système de classement distinct au quartier général pour identifier les personnes homosexuelles dans la fonction publique
et a informé les chefs d'agences et ministères fédéraux sur les gens qui représentaient donc un risque pour la sécurité. Le gouvernement du Canada créait littéralement la carte de la purge LGBT. En fait, le service de renseignement de la GRC pensait même avoir trouvé le bon homosexuel pour les aider, ce qui nous ramène au journaliste d'investigation Dean Beebe. Sa voix est traduite à l'aide de l'IA. Quand j'ai découvert l'histoire pour la première fois, on n'en savait pas beaucoup. Alors ça semblait parfait pour la loi sur l'accès à l'information. La loi venait juste d'entrer en vigueur en 1983. C'était une histoire d'espionnage dont on n'avait que des témoignages oraux. On n'avait vraiment que le point de vue de la GRC sur cette histoire. Alors, la loi sur l'accès à l'information semblait nous donner une autre voie pour découvrir la vérité sur cette histoire et la rendre publique. Donc, c'était ces deux choses, ces deux courants. Ma curiosité pour cette histoire d'espionnage en particulier et le fait qu'on avait soudainement un outil qui pourrait élucider ce qui s'était vraiment passé là-bas. On n'avait pas besoin de s'en tenir à la version de la GRC. Alors ça s'est bien mis en place. J'ai fait un livre en 1987 qui exposait beaucoup de l'histoire. Alors Watkins était un diplomate dans le service diplomatique canadien. Il a servi à Moscou dans les années 40, puis de nouveau dans les années 50 en tant qu'ambassadeur. L'histoire veut qu'il ait été compromis pendant qu'il était là-bas. Il était gay. Le gouvernement ne le savait pas. Il n'y avait pas de dossier sur ses penchants, si tu veux. Alors, ils l'ont envoyé à Moscou en tant qu'homme célibataire. Il a été photographié dans une liaison avec un amant masculin dans une chambre d'hôtel. Le KGB l'a piégé pour le faire chanter. Il est revenu au Canada et n'a pas confessé ce chantage à ses supérieurs là-bas et a finalement pris sa retraite sans que le secret ne soit révélé. La seule raison pour laquelle le secret a été révélé, c'est qu'il y a eu une série de déserteurs soviétiques au début des années 60 qui ont dit « On avait un gars dans votre service des affaires étrangères qu'on avait compromis et il nous servait en nous donnant de l'information et des affaires d'eux-mêmes. » Coïncidence, quand Watkins a été affecté pour la première fois à l'ambassade du Canada à Moscou en 1948, il était là pour remplacer John Wendell Holmes comme chargé d'affaires ou une sorte d'ambassadeur par intérim. Inconnu à l'époque, mais révélé dans une note d'information de la GRC en 1967, Holmes a été secrètement forcé de démissionner son poste en 1960 quand on a découvert qu'il était aussi gay. Avec des soupçons accrus d'homosexualité à l'ambassade du Canada à Moscou, la GRC a encore plus décidé d'avoir leur homme à tout prix. D'après les recherches Dean Beebe, qu'est-ce qui a fait que le gouvernement canadien détestait tant les personnes homosexuelles? Ah bon, n'est-ce pas la question à 64 000 $? Je veux dire, le gouvernement canadien des années 1950 prétendait qu'il y avait un aspect pratique à ça. L'homosexualité était socialement décriée et donc les homosexuels seraient une cible tout indiquée pour le chantage. Alors il y avait tout un argument comme quoi c'était juste une réalité et donc les gays ne pouvaient pas travailler efficacement dans la fonction publique. Entre 1958 et 1960, le GRC a intensifié ses efforts pour dénicher les homosexuels employés dans des postes gouvernementaux nécessitant l'accès à de l'information classifiée. Leur plan était de réduire les risques d'espions communistes faisant du chantage sur les homosexuels canadiens en les surveillant et en les faisant chanter mieux que les soviétiques. J'ai continué à faire des demandes sur différents aspects de cette histoire, à la justice, à la GRC, au SCRS, à diverses organisations. Rendu là, j'ai pu mettre la main sur environ 1000 pages de documents jamais dévoilés auparavant, dont les plus importants étaient de gros bouts du rapport d'interrogatoire. Ils ont fait leur petit numéro de gentils flics, méchants flics, ils l'ont pressé, ils l'ont vraiment mis sous pression émotionnellement. Donc c'était pas une conversation super agréable à repasser les vieux souvenirs. C'était pas comme d'autres cas où quelqu'un s'est fait forcer à quitter son emploi. C'était un ancien ambassadeur canadien qui prenait sa retraite à Paris et menait tranquillement sa vie et là, la GRC s'est pointée à sa porte en France. Donc je pense que la GRC voyait ça comme une opération de nettoyage. Genre, ce qui s'est passé dans le passé qui pourrait encore être un problème, fallait qu'ils règlent ça. Ce trésor de nouveau matériel, beaucoup venant de l'interrogatoire, a vraiment jeté une lumière complètement différente sur cette opération-là. C'était vraiment dégueulasse, c'est le mot que je mettrai là-dessus. C'était un homme très malade qu'ils ont poussé vraiment fort pour qu'il révèle des affaires, puis sa santé s'est détériorée pendant ce mois-là à cause de ça.
C'était aussi un interrogatoire qui semblait moins intéressé par la sécurité et le renseignement, mais beaucoup plus intéressé par sa vie personnelle, puis sa vie personnelle en tant qu'homme gay. C'est ça qui m'a vraiment frappé, que c'était pas juste une opération discrète sur un épisode particulier. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'était vraiment une partie de la purge des gays. Par exemple, il lui posait plein de questions sur sa vie privée, puis ses habitudes, puis comment il draguait, des affaires de même. Puis ceux que j'avais pas réalisés quand on a fait le livre en 1987, mais que je réalise maintenant, c'est qu'ils étaient en train de compiler une espèce de manuel sur comment déraciner les gays, comment savoir où ils se rassemblaient, puis toutes ces conneries-là. Ils utilisaient le cas de Watkins pour compléter ce manuel, pour bâtir un portrait. Ils l'utilisaient aussi pour identifier d'autres gays dans son cercle à Ottawa, pour pouvoir les mettre sur la liste de la purge eux autres aussi. Donc ce que je pensais dans les années 80, être deux affaires différentes, sont en fait devenues pas mal la même chose. C'est important de noter que Watkins n'a jamais révélé des secrets canadiens. Il n'y a jamais eu de preuve qu'il avait révélé quoi que ce soit. Il était juste compromis et rendu là, mais il a joué un double rôle, un double jeu. C'est ça. C'est l'autre point que le rapport d'interrogatoire met en lumière, je pense. Il n'a pas trahi le Canada. Il donnait pas de secrets. Il a protégé les secrets. Il a gardé le silence sur le chantage, mais il n'a pas remis de matériel au KGB. L'autre grande révélation qu'on a trouvée dans ces dossiers, c'est que la GRC travaillait sous les ordres directs du Premier ministre. Ça m'a vraiment surpris, là, parce que, d'habitude, les politiciens font plus comme « non, 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 me dites rien, pour pas être compromis, te sais ». Mais dans ce cas-ci, Lester Pearson, le Premier ministre du Canada, était dans le coup depuis le début. C'est lui qui a autorisé l'interrogatoire, qui l'a dirigé, qui a reçu les rapports, puis qui a participé à camoufler tout ça. Fait que c'est ça l'autre affaire que tous ces documents-là nous ont montré clairement. C'était pas juste un service de police qui faisait ses propres affaires louches dans son coin. Non, non, ça venait directement d'en haut, du plus haut bureau au pays. Ça aurait été le bureau du premier ministre Lester B. Pearson dans ce temps-là. Qu'est-ce que le bureau du premier ministre des années 60 pensait de tout ça? Une affaire qui les inquiétait pas mal, c'était les États-Unis, parce que le cas Watkins créait tout un problème. Il y avait du monde dans les services de renseignements américains, puis à la CIA, qui pensaient que le Canada était le maillon faible de l'OTAN. Puis encore pire, ils étaient convaincus que des communistes s'étaient infiltrés dans le gouvernement canadien. Je veux dire, avec le recul, on voit bien que c'est pas mal des niaiseries. Ça a l'air complètement fou. Mais la CIA y croyait dur comme fer à l'époque. Mais tu sais, quand on se met dans la peau des Américains, des Américains anti-communistes méfiants, on voit que ça allait lever plein de drapeaux rouges à propos du Canada, puis de son premier ministre à propos de Pearson. Fait que, selon moi, Pearson savait qu'il fallait étouffer l'affaire. Fallait garder tous les détails bien secrets, les cacher à son propre cabinet, à son ministre de la Justice, au gouvernement du Québec. Il n'y avait pas le choix de camoufler tout ça parce que ça aurait pu lui péter d'en face comme une grosse crise canado-américaine, puis mettre en danger notre participation au Five Eyes puis à l'OTAN. Avec la division A de la GRC concentrée sur ce que le gouvernement appelait le problème de faiblesse de caractère, les hommes blancs hétérosexuels du service de renseignement de la GRC sont arrivés à deux conclusions. 1. Les procédures normales de filtrage de sécurité n'étaient pas suffisantes pour leur enquête sur les personnes queer. Et 2. Si leur soi-disant enquête de sécurité nationale allait réussir, ils avaient besoin de plus de pouvoir. La GRC voulait enquêter et interviewer des personnes dans des emplois non classifiés, incluant des personnes à l'extérieur de la fonction publique. La prochaine fois, sur la purge LGBT, la honte du Canada, durant cette même période, la GRC est devenue impatiente de trouver de nouvelles façons de détecter, faire chanter et congédier les homosexuels, même si cela signifiait s'appuyer sur des expériences de recherche immorales, contraires à l'éthique et non fiables. C'est là qu'ils ont commencé à contacter des gens comme le Dr Frank Wake, un prof de psychologie à l'université Carleton, c'est là où je travaille, pour inventer quelque chose comme la trieuse à fruits. Ces politiques du gouvernement canadien et ses expériences de recherche étaient fortement influencées par des recherches similaires menées par le gouvernement américain. Vous allez entendre parler de la création du projet de recherche secret du gouvernement canadien appelé la trieuse à fruits, ou ce qu'on appelle en anglais « the fruit machine », alors que la guerre du Canada contre les personnes queer s'y intensifiait.
La purge LGBT, la honte du Canada, a été recherchée et créée par moi, Sean Dern. Le producteur exécutif est Ian Capstick. Cette série est soutenue en partie par une subvention communautaire du Le Fonds Purge LGBT. Merci de nous avoir écoutés.